Plusieurs choses. Tout d'abord, sur le sujet sur les APL, sur ce point, le constat qu'on fait, c'est que, comme à chaque fois, qu'un gouvernement n'a pas le courage de faire des réformes, et là, des réformes de structure, c'est le cas, c'est Bercy qui prend le dessus, donc c'est l'opération du rabot généralisé, avec les conséquences que ça a. Si le gouvernement avait le courage de porter des vraies réformes de structure, je pense, on peut parler de la réforme des retraites, on peut parler de la fonction publique, on peut parler du financement de la protection sociale, etc. On ne serait pas dans ces mesures rabot sur lesquelles je suis persuadé que le gouvernement va revenir. Je n'imagine pas qu'ils s'entêtent là-dessus très longtemps, alors savoir s'ils y reviendront dans 8 jours, dans 10 jours ou au mois de septembre, mais de toute façon, à l'arrivée, ils devront faire marche arrière. Ensuite, sur le texte sur la loi de confiance, qui est pour nous plutôt une loi de défiance à l'égard des élus, c'est-à-dire on voit bien qu'on s'attaque à la fois en permanence aux parlementaires, puisque toutes les mesures qui relevaient, notamment qui pouvaient concerner les hauts fonctionnaires, ont été supprimées. C'est vraiment haro sur les parlementaires. Remise en cause aussi de la séparation des pouvoirs. Et tout ça se fait dans un contexte qui est très particulier. D'abord sur la réserve parlementaire, c'est un point auquel nous sommes très attachés. Tout d'abord parce que ça permet d'accompagner et d'aider les collectivités territoriales, notamment en zone rurale, mais ailleurs aussi, mais plus particulièrement en zone rurale, où vous connaissez tous le sujet ici, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais où l'utilisation est publiée chaque année, ça fait l'objet de délibérations, de contrôle par le ministère de l'Intérieur, donc tout ça est totalement transparent et ça aide réellement les communes, de la même façon que ça aide aussi les associations qui du coup vont se tourner vers les collectivités. Donc en fait, au-delà des 13 milliards de baisse de budget que vont avoir à supporter les collectivités territoriales, eh bien ça va venir s'ajouter parce que les associations ou les projets qui étaient réalisés grâce à la réserve parlementaire ne le seront plus et donc on tapera directement dans le budget des communes. Il y a aussi dans ce texte le déport qui là aussi est invraisemblable, donc on doit se déporter sur tous, c'est-à-dire que les médecins vont se déporter, les agriculteurs vont se déporter, les fonctionnaires vont se déporter, il va falloir expliquer quels sont les parlementaires qui ne devront pas se déporter. Donc soit on veut effectivement que l'Assemblée nationale soit le reflet de la France, et donc à ce moment-là, il est utile d'avoir à l'Assemblée des médecins lorsqu'on parle de santé, d'avoir des agriculteurs lorsqu'on parle d'agriculture, etc. Mais ce déport permanent, je pense, ne ressemble plus à rien sur l'exercice du mandat. S'ajoute à cela une dégradation qui a été évoquée par plusieurs de nos collègues ce matin en réunion de groupe sur le fonctionnement de notre Assemblée. Bon, d'abord, un président de l'Assemblée qui décide de se démettre à mi-mandat. On a également des hauts fonctionnaires qui ne pourront plus jamais intervenir en toute indépendance et en liberté devant les commissions parlementaires. Ce qui s'est passé avec le général de Villiers est gravissime. Ça veut dire qu'après ce qui s'est passé en commission de la Défense, quel haut fonctionnaire va pouvoir intervenir en toute liberté devant une commission concernée. Ça veut dire que soit les fonctionnaires ne parleront pas, soit ils mentiront. Mais plus jamais personne n'osera aller au bout des choses, puisque la sanction sera assurée à l'issue de l'audition s'ils le font en toute liberté. On peut ajouter à cela les dérives sur les tenues vestimentaires des parlementaires. Donc on voit qu'il y a une vraie dérive sur le fonctionnement de notre Assemblée, celle aussi du groupe majoritaire. On a vu l'élection du président du groupe majoritaire qui se fait à main levée, les parlementaires qui ont un mandat impératif maintenant, puisque je peux comprendre que même les questions écrites devaient être soumises à l'approbation
du président du groupe. Les amendements doivent être également soumis, c'est-à-dire qu'on remet en cause le pouvoir d'amendement, qui est un pouvoir constitutionnel qui est essentiel pour n'importe quel parlementaire. Donc si on est... et là, le faire avec des députés qui viennent d'arriver et qu'on croit peut-être mesurer toute l'importance de leur fonction et de leur mandat, mais toucher à la liberté d'amendement, or, c'est ce qui vient d'être fait. Donc, tout cela montre qu'on est dans un climat qui n'est pas un bon climat en début de quinquennat, et cette mainmise de l'exécutif et notamment du président de la République sur l'Assemblée, sur la haute fonction publique, sur les collectivités territoriales, sur les partenaires sociaux, je pense est très, très inquiétante. En tout cas, c'était soulevé à de nombreuses reprises par beaucoup de nos collègues ce matin en réunion de groupe. Voilà ce que je pouvais dire. Sur le verrou fiscal, est-ce que vous êtes pour... Non, on est opposé, bien entendu, à ce verrou fiscal. En revanche, je ne participerai pas à une conférence de presse commune, nous y sommes opposés. Chaque groupe a sa liberté d'expression. Si M. Solaire, Yester et Mélenchon veulent défiler bras dessous, qu'ils le fassent. Mais bon, voilà. Et au final, sur le projet de loi, puisque le vote interviendra jeudi ou vendredi, oui. Quelle position vous prenez dans la mesure où la réserve parlementaire est remise en cause, nous voterons contre. D'accord, c'est votre point de vue à la réserve parlementaire. Oui, parce que c'est... je pense que c'est encore une fois s'en prendre aux collectivités territoriales, aux associations, et puis aussi à l'ancrage, à l'ancrage du député. C'est-à-dire que le député ne doit pas être un député hors sol. Il est attaché à une circonscription. On a déjà coupé une partie des choses avec l'interdiction du cumul des mandats, qui est une aberration totale. J'espère que... Bon, j'ai bien compris qu'on n'allait pas le faire là, dans les 5 ans qui viennent, mais j'espère qu'un jour on reviendra sur cette aberration de l'interdiction du cumul des mandats. Mais la réserve, s'ajoutant à ça, la réserve parlementaire, le fait que les hauts fonctionnaires ne puissent plus s'exprimer en toute liberté devant les commissions, enfin, c'est une attaque en règle contre le Parlement et contre les parlementaires. Et si vous voulez, la ligne rouge, effectivement, ou blanche ou jaune, on l'appelle comme on veut, c'est la réserve parlementaire. Et l'IRFM? L'IRFM, bon, là, je crains qu'on ne crée une usine à gaz, mais bon, notre point de blocage n'est pas, c'est pas ça le point de vue. Sur la tenue des débats hier soir, notamment vers 1h du matin, il y a eu un moment... J'ai lâché vers minuit. Mais est-ce que de manière générale, vous êtes satisfait de la tenue des débats dans l'hémicycle ou même en commission depuis le début de la législature? On voit les limites, comme dans n'importe quelle activité, de l'inexpérience. Avant, pour devenir président de commission à l'Assemblée, il fallait au moins 2 ou 3 mandats pour pouvoir envisager de devenir président de commission. Maintenant, il suffit d'être député depuis 3 jours pour être président de commission. Or, on découvre qu'effectivement, ça s'apprend, ça demande d'avoir un peu d'expérience, un peu de connaissance de notre règlement, du fonctionnement de l'Assemblée, et ce que l'on ressent dans les commissions, on le ressent également au perchoir par certains vice-présidents. Et ce n'est pas une critique personnelle à l'égard de ces vice-présidents, mais c'est tout simplement qu'on ne s'improvise pas vice-président de l'Assemblée nationale et encore moins président de commission. Sur l'APL, vous dites que le gouvernement devra de toute façon revenir sur cette mesure, mais vous êtes contre sur le principe? Oui, parce que contre toutes les mesures rabots qui n'ont aucun sens. Soit on a le courage et on fait de la politique, et à ce moment-là, on prend des décisions, mais là, en fait, d'être incapable de décider, donc du coup, c'est l'administration de Bercy qui décide de faire le rabot généralisé. Mais on en arrive là par manque de courage politique. Si on avait un gouvernement qui a le courage de porter des réformes dans un secteur, on n'en serait pas là.
Ouais, ils ont dit qu'ils allaient faire une réforme à l'automne. quoi. Oui, bien sûr. Comme le budget en 2025, voilà, sans doute. Mais à ce moment-là, qu'ils attendent de le faire cet automne. Et c'est pour ça que je pense que bon, c'est une imbécilité, cette diminution des APL telle qu'elle est faite par le rabot, et encore une fois, ils reviendront dessus. Il y a un signe qui ne me trompe pas, c'est qu'ils ont envoyé ce matin le ministre en charge du logement sur une matinale pour expliquer qu'il ne reviendrait pas dessus. Donc ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Ça veut dire que dans les 8, 10, 15 jours, on va revenir dessus. Ça se vérifie avec tous les gouvernements. C'est bon ? Merci.